Bienvenue à tous. Dans cette présentation-ci, on va commencer par l'assistant AI d'Argis Pro. Donc, on fera une petite présentation du produit. On parlera des 5 modes qui sont disponibles avec l'assistant AI. On fera une petite démo qui démontre ces 5 modes et on parlera ensuite de ce qui nous attend dans les prochains mois en ce qui concerne cet assistant. Donc l'assistant AI d'Argis Pro, le but principal c'est d'améliorer la productivité des utilisateurs et c'est surtout pour l'instant destiné à des utilisateurs qui ne seraient pas vraiment au courant de toutes les possibilités d'Argis Pro. Et cet assistant-là va être comme un outil, un accompagnateur auprès des utilisateurs. Donc ça va permettre une expérience SIG qui va être simplifiée et ça va permettre aux utilisateurs d'augmenter leur productivité. Donc à la place d'aller sur Internet chercher de la documentation ou quoi, ce sera directement intégré dans Argis Pro via cet assistant. Et on parle ici d'une intelligence collaborative, car ici, on a une approche human in the loop. Ça veut dire que si l'outil veut avoir des précisions que l'utilisateur n'a pas été précis, l'outil va demander des précisions à l'utilisateur. Donc, l'assistant, on va dire qu'il y a 5 modes d'utilisation de l'assistant. Donc, il y a d'une part l'aide Argis Pro. Donc, l'utilisateur va par exemple demander de l'aide par rapport à une fonctionnalité ou par rapport à l'ensemble des processus qu'il doit utiliser pour réaliser une tâche donnée. Donc là, l'assistant va donner l'aide d'Argis Pro. Il y a aussi des actions d'Argis Pro. Ça, ce sont des actions discrètes. Et si, par exemple, on va demander un zoom, si cette action-là est disponible, Argis Pro va exécuter cette tâche. Pardon. Il y a aussi le code ArcPy et Python. Donc ça, on va lui demander directement à l'assistant de générer du code qui sera disponible pour d'autres outils. Il y a aussi des couches de requêtes, donc c'est SQL Query en anglais. Donc là, on va demander une tâche dédiée à Argis Pro et l'assistant Argis Pro va construire la requête SQL. Enfin, il y a les requêtes de graphes, c'est les graph query, qui sont basés sur le langage OpenCypher. Et ça, c'est plus pour tout ce qui est knowledge graph. Donc, c'est un langage particulier, un peu comme SQL, mais qui permet de requêter les graphes knowledge. Donc, pour aller un peu plus en détail dans chacun des modes, le premier mode sur lequel on va discuter, c'est l'aide à Argis Pro. Donc une fois qu'on va demander de l'aide à l'assistant, par exemple, qu'est-ce qu'une interpolation spatiale ou comment modifier la couleur des entités sélectionnées, etc. L'assistant Argis Pro va fouiller la documentation Argis. Principalement Argis Pro, mais pas tout ce qui est Esri Community ou le support technique Esri. Donc, par exemple, s'il y a eu des bugs, etc., l'assistant Argis Pro, pour l'instant, ne va pas aller chercher ce contenu. Donc, ça va tirer parti de toute la documentation Esri. Donc, il se focus surtout sur la documentation Argis Pro du produit sur lequel l'IA assistant tourne. Donc, par exemple, si l'assistant il est en version bêta pour l'instant, il est disponible depuis la version 3.4. Mais si vous avez l'assistant sur Argis Pro 3.4, il ne va pas aller vous chercher
pour l'instant la documentation de ArcGIS Pro 3.6. Donc cette documentation et la documentation qu'il va chercher, elle est mise à jour en même temps que l'outil. Et aussi, il est important que l'utilisateur qui fait appel à l'aide, il peut orienter la requête à l'assistant ArcGIS Pro. Donc plus il va être précis dans sa formulation, un peu comme tous les assistants AI du marché, plus l'assistant AI va être précis dans sa réponse. Et donc en gros, il va rassembler toute la documentation qu'il peut trouver sur la question qu'on lui pose, et il va vous rendre ça d'une manière assez cohérente, et c'est assez bien fait. Ensuite, on a les actions ArcGIS Pro. Donc ça c'est des tâches discrètes, donc c'est une à une. Par exemple, c'est un zoom sur une couche, c'est appliquer une symbologie à une couche, c'est supprimer une couche de la carte, c'est une impression, enfin faire un layout d'impression, etc., etc. Ça va être considéré comme une tâche. Mais il ne faut pas lui demander, par exemple, de lui créer une scène urbaine en 3D, parce que ça, c'est ce qu'on appelle un workflow, qui va faire appel à différentes tâches, la suite les unes des autres. Et ouais, donc c'est un workflow, c'est constitué de plusieurs actions. Et alors à ce moment-là, pour l'instant, ce n'est pas encore mis en place dans l'outil. Donc, au niveau des actions ArcGIS Pro, elles portent sur différents aspects de ce qu'on peut faire dans ArcGIS Pro. Donc c'est aussi bien la manipulation de cartes et la propriété des couches. Je n'ai pas traduit ça. Donc ça va être par exemple de zoomer, de se déplacer dans des cartes ou dans des scènes 3D, changer de base map, etc., etc. Changer l'ordre des couches. Au niveau de la visualisation des feature classes et des rasters. Ça va ouvrir les modèles de rendu, ça va pouvoir mettre à jour la symbologie, tout ce qui est coloration des cartes, changer la symbologie, etc., etc. Il y a aussi le filtrage et aussi les requêtes. On peut par exemple dire à une carte, je ne veux voir que, à l'assistant, je ne veux voir que les features qui ont tel ou tel attribut. Ça va marcher très bien et assez rapidement. Donc ça va être des definition queries qui vont être mises en place par l'assistant. Il y a aussi la gestion des données et des contenus. Donc ça va être la gestion des éléments. Par exemple, si on veut rechercher la valeur d'une certaine entité ou l'ensemble des attributs d'une certaine entité, ça va être également possible. Il y a tout ce qui est knowledge graph. Ça, j'avoue, je n'utilise pour ainsi dire jamais, donc je ne sais pas comment ça marche. Il y a aussi tout ce qui est géoprocessing. Donc, par exemple, on va demander à l'assistant de créer un buffer autour d'une couche d'entité. Ben ça va être soit il va le faire directement, soit il va ouvrir l'outil préconfiguré pour on n'a plus qu'à appuyer sur le petit exécuter ou run, et ça va lancer l'outil. Et donc ici, il faut savoir que c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est human in the loop. Donc si l'utilisateur n'est pas assez précis dans sa requête, l'assistant pro va lui demander des précisions. Donc ça, je vous montrerai dans la démo un peu comment ça se passe. Par exemple, si on dit
Si on ne donne pas le nom de la couche sur laquelle appliquer tel ou tel géoprocessing, il va demander sur quelle couche voulez-vous appliquer cet outil. Donc il faut être assez... Au mieux on va lui parler, au mieux on va pouvoir lui communiquer nos envies, etc. Au mieux l'outil va répondre à nos attentes. Donc il faut être clair et précis. Si par exemple on parle à ArcGIS Pro, à l'assistant, et après on lui demande une autre action, eh ben, l'assistant ArcGIS Pro, c'est dans une conversation, donc il a le contexte et il garde le contexte. Par exemple, si on dit zoom sur la couche Y, et change, enfin, il va zoomer, et puis change le champ nature par un autre nom, il sait qu'il est déjà sur la couche sur laquelle il a zoomé. Pas besoin de lui répéter les choses d'action en action. Et il y a aussi la possibilité de développer des actions et de les intégrer à l'assistant ArcGIS Pro grâce au SDK d'ArcGIS Pro. Il y a aussi la possibilité de générer du code Python et ArcPy. Donc là, il va en gros utiliser le Geoprocessing Tool avec l'ensemble des paramètres dont il a besoin. Il va vous donner un morceau de code que vous pourrez coller, par exemple, dans un Python Notebook, dans une fenêtre Python, ou dans tout autre interpréteur de code que vous aurez ouvert. Donc pour l'instant, il est sur Python et ArcPy, mais il n'est pas encore optimisé pour créer du code de l'API ArcGIS pour Python. Et il y a aussi des limitations connues pour le modèle ArcPy.mp, pour tout ce qui est automatisation des cartes des projets, et ArcPy Sharing, c'est tout ce qui est partage de données sur le web, etc. Mais le développement est actif pour ces deux modules. Donc au niveau des couches de requêtes, ça va être quand vous faites dans ArcGIS Pro un add data, SQL query, c'est vraiment à ça que ça va servir ces modes-ci. Donc c'est des requêtes SQL, select, nanana, from. Puis il va ajouter la donnée, si on lui dit que c'est OK, il va ajouter la donnée au projet, dans la carte active ou dans une nouvelle carte. Et il y a aussi un assistant de requête graphique. Donc ça, c'est tout ce qui est Knowledge Graph. Et comme je l'ai dit, c'est du OpenCipher, c'est un langage, on va dire, similaire à du SQL. Mais c'est tout ce qui est interrogation, des relations entre les données d'une base de données. Donc on a... et ça aussi, ça va requêter le graphe en lui-même, donc le knowledge graph. Pardon. Mais je ne me suis pas attardé sur la question. Donc au niveau de la démo que je peux vous proposer, on a un petit scénario. Donc lors d'une dernière campagne d'inspection vidéo de canalisation, on a vu qu'il y avait des poissons qui avaient été repérés dans les canalisations et on demande à un nouveau technicien SIG qui n'est pas encore familiarisé avec le ArcGIS Pro. On lui demande d'identifier les ronds visitables, donc c'est les chambres de visite, qui sont en service et qui sont proches de l'étang pour y placer des filets. Ça va le temps? Oui. 5 minutes. Pardon? Ah. Non, ça va. 5 plus 5. Ok, ça va. Je vais faire ma petite... Donc ici, on a ouvert le projet ArcGIS Pro. On ne voit pas les données. Hein? Comment est-ce que je fais ça, moi? Ouais. Ok, donc là on a ouvert le projet ArcGIS Pro. Il n'est pas centré sur les données.
Donc on va aller chercher l'assistant AI. On va aller dans l'aide. Et c'est au niveau de l'aide. Donc si vous avez installé l'assistant, vous pouvez cliquer sur assistant bêta. Et ici, on a les 5 modes. Donc on a l'aide ArcGIS Pro, les actions, le code ArcPy, les graph query et les query layers. Donc ici, par exemple, je vais lui demander zoom sur la couche des nœuds. Donc on a une couche des nœuds, donc ça c'est les ronds de visite, une couche de nœuds et on a une couche d'étang. Donc on va lui demander zoom-moi sur la couche des nœuds. Donc on voit que ça prend un petit peu de temps. Il va y arriver. Je ne sais pas si c'est une question de réseau ou... C'est malin, je ne l'ai pas mis en action. Donc là, je vais demander de l'aide à la place de lui dire... à la place de lui dire d'aller sur la couche. Donc là, je suis en mode action. Donc là, il va performer une action discrète et unique. Donc là, normalement, il va... Donc ici, on va dans le content, on voit que la couche, elle s'appelle Node. Moi, je lui ai demandé d'aller sur la couche des nœuds. Et il y va. Ah mince. Je suis désolé. Les aléas du direct. Je dois redémarrer ArcGIS Pro. Ce sont les aléas numériques que je n'avais pas compris. Donc ici, on a vu que il comprend et il va répondre souvent, enfin tout le temps, dans la langue dans laquelle on lui parle. Hop. Il faut le temps que ça s'ouvre. Est-ce que vous avez des questions entre-temps Tant que ça se fait en place. Oui, mais c'est parce que ça tourne. Ouais. Hop. Donc là, il a zoomé sur la couche et là maintenant, je vais lui demander de créer un bookmark, donc un signet sur l'étendue de la couche. Donc on voit que ça prend en général une... Donc là, je vais lui demander... Parce qu'il là, il m'a demandé que je lui... Enfin, je n'ai pas été assez précis. Donc il a pu faire le zoom sur la couche nœud, mais par contre, je lui demande un bookmark sur la couche nœud et il n'est pas content. Donc là, je vais lui demander de lui faire sur la couche node, et normalement, ça devrait aller. Donc je mélange ici. Oh ben, il n'est pas content, ça marchait chez moi. Hein,
OK, je vais changer de tactique. Je vais demander une autre action. Je vais demander de changer la symbologie sur la couche des nœuds pour que ça soit des carrés représentant l'attribut NodeType. Parce que ici, on a les types de nœuds qu'on a et on va lui demander de changer la symbologie. Donc on va regarder ce que ça donne. C'est quoi ce réseau ? Donc dans le row de het, voilà, donc ici on voit qu'il a changé la symbologie, il a mis des carrés comme je lui ai demandé sur l'attribut NodeType. On peut lui demander de renommer par exemple cet attribut vers type de nœud. Et il va s'exécuter. Ensuite, je vais lui demander ici, on voit qu'on a ici, on lui a demandé une action, mais à la place de le faire directement, il ouvre l'outil et on n'a plus qu'à appuyer sur Apply pour qu'il exécute l'action. Ce n'est pas spécialement des actions que lui va entreprendre, mais comme je l'ai dit, il peut ouvrir les outils pour, si on veut paramétrer l'outil, si on n'a pas donné assez d'informations, on va pouvoir paramétrer l'outil pour avoir l'action qu'on veut vraiment réaliser. Ensuite, on a un autre champ dont toutes les valeurs sont nulles, mais on voudrait bien remplir ce champ avec des valeurs aléatoires dans le cadre de la démo. Donc on va voir que les nœuds soient en service ou hors service. Donc là, le champ a été renommé, et je voudrais que tu remplisses avec S, mais il s'en fout, l'attribut statut aléatoirement en service ou hors service. Là, il ne va pas être content parce qu'on touche à la donnée en elle-même. Donc il va dire il n'existe pas d'outil permettant, nanana. Mais si je prends la même commande et je passe en mode ArcPy, exactement la même, enfin en mode Python ArcPy, je lui demande la même question. Et là, il va me sortir un bout de code Python avec la commande à exécuter dans... Donc ici, je vais le mettre dans un Python Notebook. Allez. On voit ici, c'est aussi une limitation, il n'a pas retrouvé la source de la couche Node. Donc ici, on doit lui donner la couche. Donc c'est aussi une limitation. Et donc en exécutant le code, donc on a juste copié-collé ce qu'il nous avait dit. Et il va mettre à jour le statut avec les nouvelles valeurs en service ou hors service. Donc,
Voilà, ça s'est exécuté. On voit que le statut a été rempli normalement. Et ensuite, je vais peut-être faire la requête SQL, vu que je suis déjà en retard. Hop, pour montrer le mode SQL. Donc on doit sélectionner la database. La table qui va être utilisée pour la requête, enfin les tables qui vont être utilisées dans la requête. Donc moi je lui demande filtre-moi la couche des nœuds pour n'avoir que les ronds visitables qui se trouvent dans un rayon de 500 mètres de l'étang de Quintin. Donc c'est un des étangs de la couche étang et étang en service. Donc je lui demande ça, il va me sortir la requête SQL. Donc ça peut être des très lourdes requêtes. J'ai vu des démos qui allaient, des requêtes avec des joins, etc. Donc c'est assez puissant. Donc voilà, on peut faire un add to current map, add to new map, donc ajouter dans une nouvelle fenêtre, où on peut éditer la query si on n'est pas satisfait ou s'il manque des paramètres. Donc je ne le ferai pas parce que ça va prendre du temps, mais vous avez vu qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Donc vous pourriez me demander, oui, mais qu'est-ce qu'il va faire de nos données, etc. etc. Il faut savoir qu'Esri ne collecte pas de données personnelles identifiables concernant ses clients. Donc si vous donnez, on va dire, à manger des données à l'assistant, il ne peut pas et il ne les utilisera pas. Elles sont anonymisées. Elles peuvent juste être collectées dans le cadre de la surveillance. Donc, et sans notre accord explicite, Esri ne pourra jamais rien faire avec cette donnée. Donc, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois ou les prochaines releases? Au niveau des performances, on voit qu'il y a quand même c'est assez peu performant au niveau du temps passé à exécuter les requêtes et les actions. Donc ça va être une amélioration des performances. Au niveau des actions, il va y avoir plus en plus d'actions qui vont être intégrées au mode action de l'assistant AI. Au niveau des agents, les agents AI préconfigurés qui vont collaborer pour faire un ensemble d'actions. Donc on va plus se rapprocher des workflows, comme on a dit, fais-moi une scène 3D, ben là il va faire un ensemble d'actions les unes à la suite des autres pour arriver au résultat donné. Vous arriverez sur la page où vous pouvez vous inscrire et faire une demande d'adhésion à cette communauté. Puis vous suivez les instructions. Enfin, une fois que vous êtes partie de cette communauté, vous avez le droit de télécharger l'exécutable Windows. Et ensuite, vous vous connectez à votre portail d'entreprise. Et il faut que celui-ci autorise l'utilisation des fonctionnalités AI. Esri Belux, the science of where.